Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous la suite du sujet de Polytechnique 2024, donc sur les expériences à bord de l'ISS et donc sur la partie force centrale. Donc je vous rappelle qu'on a établi dans la première vidéo le champ électrique créé par l'aiguille, ainsi que le potentiel en tout point. Et donc l'idée ici maintenant c'est d'étudier vraiment le mouvement de la goutte d'eau autour de cette aiguille. Donc on me donne comme condition initiale que R de 0 est égal à R0, que Z de 0 est égal à 0, et que V de 0 est égal à V0 selon Eθ. Donc en coordonnées cylindriques, ça me donne que la position initiale est égale à R0ER et la vitesse initiale est égale à V0 portée par Eθ. J'en aurai besoin tout à l'heure quand j'écrirai le moment cinétique. Et donc, justifier que le mouvement est plan. Donc mouvement plan, ça doit vraiment vous faire penser force centrale. Et donc conservation du moment cinétique, quelque chose d'assez classique sur ce chapitre sur les forces centrales. Et donc on va s'attaquer à cette question. Donc en utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer l'expression de θ point en fonction de R, R0 et V0. Donc on a pas mal de petites choses à faire. Donc on va travailler sur le système formé de la goutte d'eau, qui est chargée, Q positif ici, dans ce sujet. On va travailler dans le référentiel de l'ISS. Ici, on ne sait pas trop sur quelle situation on se trouve, mais voilà, on va considérer qu'on est à bord de l'ISS en référentiel galiléen, on va supposer. Référentiel de l'ISS supposé galiléen, on ne parle pas du tout d'aspect non galiléen. Et donc, on va pouvoir appliquer le TMC par rapport à O fixe, qui va nous donner que dLO sur dt est égal à la somme des moments par rapport à O des forces. Et donc ici, ça nous fait penser aux particules chargées. Et quand on a affaire aux particules chargées, je vous rappelle qu'on néglige le poids. Donc ici, on n'a pas trop de valeur pour le vérifier. On n'a pas la valeur de lambda, mais on va supposer qu'on néglige le poids de la goutte. Et donc que la seule force, c'est la force de Lorentz électrique. Finalement, F égale QE égale Q lambda sur 2pi epsilon 0 R selon ER. Et donc ça va être une force centrale. Et donc le moment par rapport à O de cette force va être nul, tout simplement. Et donc par suite, dans le théorème du moment cinétique, on n'a que dLO sur dt est égal à 0, et donc le moment cinétique de M est égal à une constante vectorielle. Donc pour trouver cette constante, on va se placer à t égale à 0. Donc à t égale à 0, on a que L0 de M est égal à OM0 produit vectoriel MV0, et c'est là que les conditions initiales sont importantes. Et donc on se retrouve avec R0ER, produit vectoriel MV0 Eθ, ce qui nous donne M R0V0 selon EZ. Pourquoi c'est important? Parce que ça, c'est le moment cinétique à l'instant initial. Et donc, par conservation du moment cinétique, comme il est conservé, eh bien LO est porté par EZ, quel que soit T. Et EZ est un vecteur fixe en cylindrique. Donc à tout moment, LO est porté par EZ, qui est un vecteur fixe. Or, on sait que le moment cinétique, il est égal à OM à tout instant, produit vectoriel MV. Donc, par construction du moment cinétique, OM doit être orthogonal à EZ à tout instant. Et V doit être orthogonal à EZ à tout instant. Ce qui prouve bien que le mouvement est plan. Et dans le plan, ER Eθ, hein, tout simplement. M0 ER Eθ. Donc voilà le plan dans lequel on va se situer. Et donc Z va être considéré égal à 0 à tout instant. Ça, c'est dû à la conservation du moment cinétique.
Donc maintenant, le fait que z soit égal à 0 à tout instant me permet de réécrire le moment cinétique à tout instant. Donc quel que soit t, le moment cinétique par rapport à O de m est égal à m fois RER. Je n'ai pas de z de z puisque z est nul. Produit vectoriel, eh bien R.ER plus R θ Eθ, ce qui va me donner m R carré θ point selon le z. Et par conservation, on en déduit assez facilement que R carré θ point est égal à R0 V0. Les masses se simplifient. Et donc on nous demandait l'expression de θ point. Et bien θ point est égal à R0 V0 divisé par R carré. Voilà pour cette question. Donc je pense qu'on a tout répondu. On a justifié que le mouvement était plan. On a déterminé θ point. Et maintenant, on s'attaque à l'énergie mécanique de la goutte et on va essayer de faire apparaître une énergie potentielle effective. Question assez classique. Donc l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est donc égal à 1/2 de m r point carré plus r carré θ point carré plus l'énergie potentielle qui est tout simplement Q fois V de R. Avec V de R, on avait établi, qui était moins lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R plus une constante, que j'avais appelée K, je vérifie ma notation, moins lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R plus K. Voilà. Donc là, résultat important, l'énergie potentielle pour une charge ponctuelle, c'est Q fois V. Ça, c'est dû au fait, pour si certains l'ont oublié, c'est que la force électrique, c'est Q fois E. C'est donc égal à moins Q grade de V. Et comme la charge est constante, ça fait moins grade de QV. Et vous savez que pour une force conservative, la force, c'est égal à moins grade de EP. Donc vous en déduisez que l'énergie potentielle est égale à Q fois V. J'espère que vous savez faire ce type de manipulation. Donc on en déduit que l'énergie mécanique est égale à 1/2 de m r point carré plus 1/2 de m r carré θ point carré. Et là, le θ point, eh bien, je vais venir le chercher dans ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire R0, V0 sur R carré au carré, moins, voilà, j'oublie pas le Q, Q lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R plus la constante. Donc, c'est égal à 1/2 de m r point carré plus m, il reste R0 carré V0 carré sur 2R carré, puisque ça fait R carré sur R4, moins Q lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R plus K. Et donc l'énoncé me demande, ici, dans cette question, de faire apparaître le terme 1/2 de mr point carré, que j'ai clairement ici, plus un terme d'énergie potentielle effective, qui va donc être ce terme que je viens de déterminer. Et cette énergie potentielle effective, on veut la faire apparaître sous la forme alpha sur r carré, plus bêta ln de r. Donc ici, on va supposer que la constante est nulle, au vu de ce que demande l'énoncé. On suppose k égale à 0. Et donc on en déduit que l'énergie potentielle effective est égale à m R0 carré V0 carré sur 2R carré moins Q lambda sur 2pi epsilon 0 ln de R. Et donc là, je peux identifier alpha qui est égal à m R0 carré V0 carré divisé par 2 et bêta qui est égal à moins Q lambda sur 2pi epsilon 0, qui est bien positif puisque lambda est négatif. Attention à la petite subtilité. Voilà. Alors, tracer en la justifiant l'allure de l'énergie potentielle effective. Donc là, on va regarder un petit peu les limites. Donc, on a que quand R tend vers 0, l'énergie potentielle effective tend vers plus l'infini, puisque le 1 sur R carré va l'emporter par croissance comparée devant le ln. Quand R tend vers l'infini, l'énergie potentielle effective va tendre également vers plus l'infini. Ça, c'est dû au fait que lambda est négatif.
et que 1 sur R carré va tendre lui vers 0. Et donc évidemment, on peut en déduire que l'énergie potentielle effective va forcément passer par un minimum local. On peut le vérifier. EPF de R, c'est égal à alpha sur R carré plus bêta ln de R. Donc on n'a que DEPF sur DR, c'est égal à moins 2 alpha sur R3 plus bêta sur R. Et donc l'extrémum, qui est forcément un minimum puisque ça vaut l'infini de part et d'autre, le minimum, R0, il vérifie tout simplement moins 2 alpha sur R0 cube plus bêta sur R0 égale à 0. Autrement dit, on peut simplifier un R0. 2 alpha sur R0 carré égale à bêta. Et donc R0 carré est égal à 2 alpha sur bêta. Si je n'ai pas écrit de bêtises, on simplifie un R0, on multiplie par R0 carré. Et voilà. Donc on a forcément l'existence d'un minimum ici en R0 avec EP efficace, EP effectif pardon, de R0 qui va forcément être plus grande que 0. Et donc vous allez avoir quelque chose ici qui va se comporter comme ça en termes d'énergie potentielle effective avec une énergie minimale ici en R0. Conclure sur la nature des mouvements possibles. Bon, ici, on a que si l'énergie mécanique, ça c'est pareil, c'est une question assez classique, est plus petit que E min, EM plus petit que E min, eh bien on n'a pas de mouvement. Avec EM qui est l'énergie mécanique qui par conservation est égale à l'énergie mécanique en 0. Donc 1 demi de M V0 carré plus l'énergie potentielle en R0. Donc moins Q lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de R0. Je vais me rajouter une petite page. On n'a que si l'énergie mécanique est exactement égale à E min, eh bien on a un mouvement circulaire, puisque une seule valeur possible pour R, avec R égale R0. Et enfin, on a les cas où l'énergie mécanique est plus grand que E min, et dans ce cas-là, on se retrouve dans le cas d'un état lié, avec un petit peu comme les satellites, des trajectoires elliptiques. Donc si EM est plus grand que E min, état lié, probablement la trajectoire elliptique, avec R compris entre RP et RA. Ce sont vraiment les questions classiques de force centrale. Donc ici, on peut conclure qu'il n'y a pas d'état de diffusion possible. Donc, on a une forte stabilité du système. Il n'y a pas de perturbations qui peuvent faire partir la goutte d'eau à une distance infinie. Ok, il nous reste la dernière partie les deux dernières questions de cette partie mécanique. Donc on nous dit qu'on s'intéresse au cas d'un mouvement circulaire et on veut établir l'expression de la vitesse de la goutte. Donc là, c'est assez classique. Donc soit je reprends directement ce que j'ai obtenu avant, qui est que R0 carré est égal à 2 alpha sur bêta. Et là, avec ce qu'on a posé tout à l'heure, on peut le calculer assez facilement finalement. Donc ça peut se faire de cette manière-là. Donc 2 alpha, ça fait M R0 carré V0 carré, divisé par bêta, moins Q lambda sur 2 pi epsilon 0. Et donc là, vous voyez que les R carrés vont se simplifier en réalité. Donc on se retrouve avec R0 carré égale
moins 2pi epsilon 0 m R0 carré V0 carré sur Q lambda. Donc on simplifie les R0 carré. Il reste 1 ici, on en déduit la vitesse. V0 qui est donc égal à la racine de moins Q lambda sur 2pi epsilon 0 m. Donc ça c'est la première méthode. Ou alors la deuxième méthode, c'est d'appliquer une deuxième loi de Newton. À la goutte. Donc on se retrouve avec la masse fois l'accélération qui est égale à la force, qui est donc égale à Q fois E, qui est donc égale à moins Q plus Q lambda sur 2pi epsilon 0 R, selon le R. Et on utilise très souvent la base de Freinet dans ce type de situation en force centrale, donc moins Q lambda sur 2pi epsilon 0 R selon le vecteur normal, N. Et l'accélération en Freinet, c'est m dv sur dt, selon le vecteur tangent, plus v carré sur le rayon, selon le vecteur normal, le rayon qui s'appelle R0 ici. Et donc par identification, on aboutit assez facilement à m v carré sur R0 égale moins q lambda sur 2pi epsilon 0 R0. Et on retrouve le fait que v égale V0 égale la racine de moins q lambda sur 2pi epsilon 0 fois la masse. Encore une fois, normalement, question somme toute assez classique, si ce n'est que d'habitude, vous avez l'habitude de le faire sur les planètes ou les satellites. Alors, dernière question un peu moins classique. Donc, la vitesse de la goutte, c'est maintenant V0 égale V0 Eθ plus Z.0 EZ. Et on demande de décrire le mouvement. Donc là, cette fois-ci, on va avoir... on a finalement toujours le mouvement à peu près circulaire qu'on avait précédemment, plus un mouvement de translation selon Z. Et donc là, clairement, ça nous fait penser à un mouvement hélicoïdal d'axe Z. Et on nous dit qu'on constate que si Z.0 n'est pas trop grand, la goutte, arrivée au bout de l'aiguille, peut effectuer des allers-retours le long de l'aiguille. Expliquer cette observation. Donc on va essayer de l'expliquer en mettant en équation le système et préciser ce que signifie pas trop grand. Donc ici, pas trop grand, ça va vouloir dire que Z.0 va être très petit en fait devant la vitesse orthoradiale initiale, V0. Et la conséquence de ça, c'est que le rayon ne varie quasiment pas. Donc on va prendre que R est toujours égal à R0, quel que soit T. Et on va regarder un petit peu ce que ça change. Alors qu'est-ce que ça change? Dans mon TMC, ça change quand même pas mal de choses, puisque maintenant j'ai un mouvement selon Z. Donc dans mon théorème du moment cinétique, j'ai toujours dLO sur dt égale le moment par rapport à O de F. Mais comme maintenant j'ai un mouvement selon Z, on a que le moment par rapport à O de F, qui est égal à OM vectoriel F, va être égal ici à R0, 0Z, produit vectoriel, la force qui est uniquement toujours la force radiale. Et donc, si on calcule le produit vectoriel, on va tomber sur Z fois la force radiale selon Eθ. Donc le moment n'est plus nul, il est porté ici par Eθ, ce qui est tout à fait cohérent au vu du phénomène observé. Et le moment cinétique, qui est égal à OM vectoriel MV, va être égal ici à OM, on va prendre R0 Z, et puis V, eh bien à tout instant, on va considérer que R point est nul, c'est-à-dire que le rayon varie très très peu, mais par contre on a une vitesse selon θ et une vitesse selon Z. On pose
V qui est égal à Vθ a priori de t, Eθ, plus Z point EZ. On calcule ce moment cinétique. Donc si on fait le calcul, on va se retrouver selon ER avec moins mz Vθ, selon Eθ avec moins m R0 Z point, et selon EZ avec m R0 Vθ. De là, je vais pouvoir calculer la dérivée du moment cinétique. Donc dLO sur dt va être égal, alors selon ER à moins m d sur dt de Z Vθ ER, moins m R0 d sur dt de Z point Eθ. Attention, Eθ et ER dépendent du temps. Et selon EZ, on va avoir par contre plus m R0 d Vθ sur dt EZ, car EZ c'est le vecteur constant des cylindriques. Or, le moment cinétique, le moment de la force, pardon, est porté que par Eθ. Donc, or, dLO sur dt est porté par Eθ. Donc, on va en déduire que tout ce qui est selon EZ est nul. Donc, forcément, m R0 dVθ sur dt est nul. Et donc ça nous montre que Vθ est une constante qui est donc égale à V0. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, on a que ce terme doit être nul aussi. Pas ce terme directement, en fait, on va le recalculer. Puis, du coup, avec ce terme en moins, on a que dLO sur dt est égal à moins m. Vθ, je le remplace par V0. d sur dt de ZER moins m R0 d sur dt de Z point Eθ. Je fais le calcul, ça me fait moins m V0 Z point ER moins m V0 Z θ point Eθ. Je dérive le vecteur unitaire. Moins m R0 Z point point Eθ moins m R0 Z point fois moins θ point ER, donc Z point θ point ER. D'où, si vous avez suivi, comme la dérivée doit être portée par EZ, tout ce qui est selon ER est nul. Donc moins m V0 Z point plus m R0 Z point θ point égale à 0. Et donc là, on va pouvoir simplifier les choses. Les masses se simplifient, les Z points se simplifient. Donc on a déduit que V0 est égal à R0 θ point. Autrement dit que θ point est égal à V0 sur R0. Et ça, on peut le réinjecter. C'est un petit peu calculatoire. Donc, d'où dLO sur dt est égal. On a moins m V0 Z point ER. Ici. Voilà. Pardon, c'est que les termes selon Eθ qui nous restent. J'ai fait une erreur. Je vais corriger. Donc, moins m V0, j'ai un θ point, donc ça fait V0 carré sur R0 fois Z selon Eθ. Et le deuxième terme, moins m R0 Z point point selon Eθ. Voilà, si j'ai pas écrit de bêtises. Donc enfin, on se retrouve avec moins m V0 carré sur R0 Z moins m R0 Z point point égale. Le moment, il était égal ici à Z fois FR. Donc Z fois FR, on va être capable de remplacer par ce qu'on avait trouvé auparavant. Donc on y va. Donc ça fait Z fois lambda sur 2pi epsilon 0 R0 du coup. Voilà, c'était ça. Le champ, il était égal à Q. Je vérifie, pardon. Ce qu'on avait trouvé. Donc le champ, il était égal à lambda sur 2pi epsilon 0 ER. Et la force était Q fois ER, donc Q lambda sur 2pi epsilon 0.
Et donc, on se retrouve finalement, si on met tout ce qui va bien ensemble, avec m r0 z point point, plus m v0 carré sur r0, ça va être un signe moins, donc plus q lambda sur 2pi epsilon 0, pardon, j'ai un problème de signe, non c'est ça, donc m r0 z point point, plus q lambda sur 2pi epsilon 0 r0 moins plus, pardon, m r0 v0 carré sur r0 fois z égale à 0. Je vais vérifier mes signes ici parce que j'ai peut-être un problème de signe sur le moment de ma force. Ça fait FRZ. Laissez-moi vérifier. Donc ça fait OM vectoriel F. Ça c'était bon. Ça fait FRZ et la force c'était bien Q fois E. Donc la force était bien Q lambda sur 2pi epsilon 0. Ça fait EZ vectoriel ER. Ça fait bien Uθ. Hop. Et donc on voit qu'on obtient ici une équation si on divise par MR0 de type Z point point plus Q lambda sur 2pi epsilon 0 R0 carré fois la masse plus ici V0 carré sur R0 carré Z égale à 0. Et donc on obtient une équation d'oscillateur harmonique si V0 carré sur R0 carré est supérieur à Q lambda sur 2pi epsilon 0 R0 carré fois M. D'où le fait qu'on ait des oscillations à la pulsation, eh bien, oméga 0 égale racine carrée de V0 carré sur R0 carré plus Q lambda sur 2pi epsilon 0 M R0 carré. Donc voilà ce qu'on a. Je vérifie une dernière fois mes calculs. Pas avoir fait d'erreur bêtement. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo, la correction de la deuxième partie, assez calculatoire sur les forces centrales. Donc le début assez classique et la fin beaucoup plus calculatoire, moins classique. Donc j'espère que la correction vous a plu et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée!